Alors, 1, 2, 3. J'espère que tout le monde me suit en ce moment. J'espère que tout le monde me suit et tout le monde peut me voir. Gwenaël, Alexandro, je sais que tu es là. Est-ce que vous me voyez? Pour cette séance, je crois que j'ai un problème de vidéo pour l'instant. J'aimerais bien remercier tout le monde d'être ici en ce moment pour une autre séance avec Patef. Donc, ce sera un bootcamp pour la séance francophone. D'accord? Donc, une séance qui est définitivement excitante en ce moment, ou qui est financée, ou plutôt sponsorisée par Binance. J'aimerais juste avoir un mot pour savoir s'il y a des gens qui me suivent. Comme ça, je vais lancer directement cette séance. Gwenaël, est-ce que tu m'entends? Ok, c'est parfait. Donc, Gwenaël, est-ce que tu me vois? Parfait. Alors, on me dit qu'on est en train de me voir. Ben, écoutez, merci beaucoup tout le monde d'être là. Merci. On revient en ce moment pour une autre séance avec Patef. Je remercie tout le monde parce que là, je vais faire une introduction pour les personnes qui vont se présenter en ce moment. Le thème, en fait, de ce bootcamp se situe sur les innovations dans la blockchain et leur adoption en Afrique francophone. Et on va passer tantôt à dans une allocution de bienvenue, bien sûr en français, qui sera représentée par Binance. Et en ce moment-ci, je pense que Binance nous sera représentée par Karine. Je vais faire une introduction de Karine. Est-ce que Karine, tu es là? Je n'entends personne, je n'entends pas du tout. Je crois que j'ai un petit problème de son où je n'entends personne du tout. Il Ah faut voilà. que, il faut que Hélène puisse inviter Karine à rejoindre le stage, je crois. Je ne sais pas si elle peut déjà. J'ai vu Karine tout à l'heure. Ce que je vais faire, voilà, j'ai vu Karine tout à l'heure. Karine Dikambi, est-ce que tu es là? Karine, est-ce que tu es là? Parce que tu pourrais bien nous rejoindre en fait en ce moment afin que on puisse faire cette introduction d'allocution, comme tu représentes le groupe Binance dans la partie francophone. Alors, on a un tout petit problème technique, les amis, pendant qu'on est en train d'attendre que Karine puisse venir. J'aimerais encore vous rappeler à tout le monde que c'est un bootcamp qui est sponsorisé en fait par le groupe Binance. Donc, c'est notre première séance depuis la pandémie, depuis la dernière fois, en fait, la dernière rencontre que nous avons eue. Mais en 2022, c'est la première séance en fait que Patef est en train d'organiser et c'est un kick-off pour le bootcamp dont la thématique est le suivant. Donc, les innovations dans la blockchain et leur adoption en Afrique francophone. Je vais être votre hôte pour toute la journée en ce moment. Moi, je suis en ce moment à 6 heures de différence, donc je suis à Atlanta. Il est présentement 4 heures du matin. Mais bien sûr, je vais être avec vous pendant tout le temps de cette rencontre. On va passer le temps et discuter bien sûr des différents thèmes, des différents topics qui sont forcément dans la blockchain et qui sont justement des topics assez intéressants pour moi.
Alors, je suis encore une fois excité d'avoir Hélène qui m'a invité pour pouvoir parler à tout le monde ici, mais j'ai besoin d'avoir justement Karine qui va représenter et faire une introduction sur Binance. Comme vous le savez très bien, voilà, je crois que j'ai Karine qui fait un message tout à l'heure. OK, Karine. D'accord, donc Karine peut bien nous entendre, mais elle a, voilà, donc dans une seconde ou dans une minute, elle pourra bien sûr se connecter. Et pendant ce temps, on va continuer et voir ce que l'on peut dire. Donc, tout le monde sait que Binance est une de grande plateforme à travers le monde. Je me rappelle encore une fois en 2017, quand au début de l'année 2017, il y a Binance, ou bien plutôt le CEO CZ qui était vraiment en train de travailler sur cette plateforme et qu'ils ont fait leur levée de fonds. Et en 6 mois, ils étaient à peine lancés. Et au bout de 6 mois, en fait, c'était la première plateforme crypto qui pouvait déjà arriver à générer les 1 milliard de dollars. Donc, il avait atteint le statut de l'unicorne, ou plutôt de la licorne, si on le dit en français comme ça, au bout de 6 mois. Et aujourd'hui, en fait, Binance représente l'une des plus grosses plateformes à travers le monde qui, en fait, où non seulement on a un bon grand nombre de paires de trading, mais en fait, qui fait de belles actions aussi à travers l'Afrique, à travers l'Asie, et qui est représenté dans plusieurs pays à travers le monde. Et Binance, en tout cas, est un case study phénoménal. Et aujourd'hui, il s'avère qu'ils sont en train de sponsoriser justement ce bootcamp. Et je serais ravi d'avoir Karine tout à l'heure qui le représente en fait, qui est en fait le francophone lead. Elle est du Cameroun et qui représente justement Binance, afin qu'elle puisse nous parler de son aventure avec eux et savoir exactement quels sont les plans que Binance a pour l'Afrique francophone, par exemple. Je sais que Binance est au Nigeria, ils sont aussi en Ouganda. Si je me trompe bien, c'est en Ouganda qu'ils étaient le premier à pouvoir se déployer. Et après, ils ont suivi vers le Nigeria. Je ne suis pas très sûr s'ils ont en Afrique du Sud, mais je sais quand même qu'ils ont déployé quelques services de ce côté-là. Et voilà, donc maintenant, on a le côté francophone. Donc, alors, je voudrais bien savoir si on peut arriver à présenter Karine. Parce que là, je sais on est aussi en train de faire un effort de pouvoir faire ce live stream sur Facebook. Et donc, ma collaboratrice Hélène est en train de travailler avec l'équipe en backstage pour voir si on peut arriver à faire ce link sur Facebook. Et pendant ce temps, on va essayer de parler à Hélène, plutôt à Karine. Donne-nous encore quelques secondes. Sinon, on va passer à autre chose. Alors, ce que je vais faire, je sais qu'il y a Gwenaël qui est le fondateur de Blockbridge et qui représente le PATEF Gabon. Alors, Gwenaël, ce que je voudrais que tu fasses, Gwenaël, pour moi, pendant qu'on est en train d'attendre que Karine puisse se lancer, je voudrais quand même que tu puisses faire une présentation par rapport à toi, par rapport à Blockbridge, par rapport à tout ce qui se passe dans cet écosystème génial au niveau du Gabon. Et pendant ce temps, on va voir comment est-ce que Karine pourra se reconnecter pour le faire. Sinon, on lui donnera en fait un slot un peu plus tard afin qu'elle puisse parler. Merci. Bonjour John, merci beaucoup. Je t'en Juste prie. rapidement, est-ce que ce serait possible de voir si tu pourrais ajouter Karine sur le stage? Alors, je vais voir si je peux le faire à mon niveau. Un instant. Faute de... Alors, elle est déjà en fait dedans, mais je crois qu'elle a un problème de son parce qu'elle fait un message dans le back-office. Enfin, elle fait un Parce, message parce que si, parce que si elle était sur le stage, il y aurait aussi un écran. Parce que pour Oui, l'instant, tout à fait. Tout à fait. On a déjà 42 personnes dans cette session oui, qui nous suivent. Merci beaucoup, les amis, d'être là.
C'est un plaisir de vous voir. On sait qu'on a souvent des petits soucis de connexion comme ça à travers l'Afrique, mais ce n'est pas un problème. On va toujours faire un effort de passer le message. Pendant ce temps, je sais que Karine est dans le fond. Alors, ce que moi, je veux que tu fasses, Gonaël, vas-y quand même, fais ta prestation pour les 2 prochaines 3 minutes. Ok. Et pendant Ce ce que je temps, vais faire, c'est que je vais dire quelques mots juste en attendant que rapidement tout à fait. Karine rejoigne le stage parce que c'est elle qui va commencer avec un mot d'introduction avant que Erwin et moi, nous aussi, on puisse dire un petit mot de bienvenue à tous ceux qui ont pu nous rejoindre aujourd'hui. Donc, j'ai peur de déjà dire ce que j'avais prévu de dire et du coup, je n'aurai plus rien à dire après. Bah, bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous ceux qui ont trouvé un moment pour nous rejoindre. Je vois que nous avons Karine de Binance qui est maintenant là, qui est connectée, qui est parmi nous. Monsieur Ngueta aussi, Erwin, qui est l'autre francophone lead et de la PATEF Côte d'Ivoire. Donc, John, si tu peux revenir parmi nous, afin que je te. Très bien, je suis là. Tu m'entends là? Oui, j'ai failli déjà tout dire. En fait. Du coup, là, du coup. Alors, Karine, Karine Dikambi, j'espère que je prononce très bien ton nom, c'est ça? Oui, oui, merci. Tu prononces très, très bien mon nom. Bonjour à tout le monde. Ravie d'être là. J'espère que vous m'entendez bien. Vous m'entendez bien? 5 sur 5, c'est très bien. Moi, je suis ravi de te voir. Salut Arvin, salut Gunaël encore une fois. Karine, est-ce que vous me voyez? Parce que moi, j'ai un petit souci de mon côté. J'ai l'impression que personne ne me voit. À vrai dire, non, je ne vous vois pas. Je crois que c'est un problème de ma connexion peut-être, ou alors la petite caméra que j'ai. Mais de toutes les façons, je suis là pour passer le message. On ne me verra pas très souvent que vous, les stars d'aujourd'hui. Alors, Karine, je te laisse la parole. Tout ce que je voudrais que tu fasses, c'est faire ton introduction, ta présentation. Et je serais ravi, en fait, aussi d'apprendre un peu comment est-ce que Binance est en train de faire son parcours dans la partie francophone. C'est très intéressant de le savoir. Moi, j'ai suivi Binance depuis 2017, il y a très longtemps. Et je serais ravi, en fait, de savoir comment est-ce qu'ils ont pu attraper Karine afin qu'elle afin qu'elle puisse faire son lead dans la partie francophone et à partir du Cameroun. Allez, bien à toi, Karine. Merci. D'accord, merci beaucoup. Si vous me recevez 5 sur 5, dites-le moi. Alors, bienvenue à tout le monde et un très bon matin à toutes les personnes qui sont présentes ici. Alors, je suis Karine Dikambi et je dirige la branche Afrique francophone de Binance. Donc, comme vous l'avez dit, le premier écosystème blockchain et la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde. Alors, c'est un privilège d'accueillir tout le monde à ce bootcamp virtuel, le premier du genre dans cette série Leave No African Behind. Donc, ne laissez aucun Africain derrière. Et pour moi, ça va être un bootcamp qui va être très, très excitant, comme on va parler et discuter des technologies émergentes et de la façon dont elles peuvent avoir un impact sur l'Afrique. Alors, aujourd'hui, on va discuter de la blockchain, de l'intelligence artificielle, entre autres. Alors, tout d'abord, j'aimerais dire un grand merci à nos hôtes, hein. Donc, la Fondation Pan African Tech, pour avoir pris le temps déjà de planifier cet événement important avec Hélène. Merci beaucoup, Hélène, de m'avoir invité, ainsi que les co-leads. Alors, au nom de la Pan African Tech, j'aimerais vous remercier d'avoir pris le temps d'être là aujourd'hui. On sait tous qu'aujourd'hui est toujours la mission de Pan African Tech Foundation, ça reste de transformer les Africains par la technologie. Alors, elle s'engage à fournir un soutien dans l'établissement et la mise en œuvre des technologies émergentes et dans la transformation numérique à travers l'Afrique. Alors, pour moi, en tant que francophone lead à Binance, à mon avis, le timing de cet événement ne pouvait pas être plus parfait. Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, les technologies émergentes transforment les services comme nous ne l'avons jamais vu auparavant. D'une part, nous bénéficions d'une connectivité sans précédent. L'Internet aujourd'hui a comprimé le temps et l'espace. Nous pouvons désormais nous connecter à plusieurs personnes à travers le monde en un instant. Nous ne sommes pas limités par les frontières physiques. Les appareils que nous tenons dans nos mains et nos poignets contiennent plus de données et ont plus de puissance de traitement que jamais. Alors, les paiements numériques sont devenus très, très répandus.
Et c'est là que pour moi, en tant que francophone Africa Lead à Binance, c'est un moment vraiment excitant de ma carrière. Je vais vous parler un peu plus de ma carrière dans quelques minutes. Alors, les smartphones sont devenus notre banque. Maintenant, nous avons des cartes d'identité numérique, des données biométriques et bien plus encore. Nous avons également la blockchain, donc qui est utilisée pour une grande variété d'opérations, le règlement des paiements, la vérification des contrats, l'audit, la détection du blanchiment d'argent, par la transparence et bien d'autres choses encore. Alors, en ce qui me concerne, par exemple, il était difficile pour moi d'envoyer de l'argent de là où je suis. Je suis au Cameroun actuellement à Yaoundé, dans d'autres pays. Mais avec les crypto-monnaies et la blockchain, ça a comblé ce fossé. Maintenant, tout le monde peut envoyer de l'argent le plus rapidement possible à moindre coût. Alors, en tant que continent, je pense vraiment que pour accélérer le développement durable pour nous, on ne saurait trop insister sur le rôle des technologies numériques. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles, chez Binance, nous avons été très heureux de soutenir la mission de Pan African Tech Foundation qui vise à transformer l'Afrique par la technologie. Alors, nous pensons également que l'Afrique francophone est un élément central de ce développement. Comme vous l'avez dit, la première région en Afrique, le premier pays où on s'est implanté, chez Binance, c'est en Ouganda. Et en fait, c'était un hasard parce que les fondateurs de Binance connaissaient très bien le leadership de l'Ouganda. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ça a été le premier pays. Depuis, maintenant, nous sommes implantés dans tous les pays et nous venons tout récemment de commencer à s'introduire en Afrique francophone. Alors, pour moi, c'est important, l'Afrique francophone est un élément central du développement de l'Afrique. C'est pourquoi, en fait, on s'engage à ce qu'il y ait davantage de personnes qui aient un accès à l'éducation et aux bonnes informations et outils pour utiliser correctement les actifs numériques et la blockchain. Alors, pour moi, mon engagement pour l'Afrique francophone consiste vraiment à une éducation. Toutes nos formations sont gratuites. Vraiment, notre objectif pour 2022, c'est pour l'Afrique francophone, parce il faut le dire, on est quand même en retard par rapport aux anglophones. Alors, mon objectif, c'est essentiellement d'accroître la connaissance de la blockchain et de faire en sorte que tout le monde soit bien équipé au sein de la région pour naviguer le monde numérique et éviter les arnaques. Alors, je ne vais pas prendre plus de temps. Je voudrais vous présenter, en fait, et remercier les responsables du programme, les co-leads, donc Erwin, que je pense que tout le monde connaît, Erwin Ngueta de la Côte d'Ivoire et Gwenaël de Souza du Gabon, qui vont aider, entre autres, à diriger ce bootcamp. Alors, de mon côté, mon parcours, en fait, je suis camerounaise, comme vous l'avez dit. Je suis née à Paris, j'ai grandi entre Paris et New York. Et il y a 2 ans, j'ai décidé, en fait, de quitter New York. J'avais une très belle carrière, je travaillais en banque d'investissement. Après, j'ai travaillé chez American Express en tant que gestion des données. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai découvert la blockchain en 2016. J'ai décidé qu'en fait, que j'allais être beaucoup plus utile chez moi et je suis rentrée au Cameroun. Et j'ai d'abord fait je suis toujours dedans d'ailleurs, dans l'industrialisation. Donc, monter des usines. Et au même moment, l'année dernière, Binance, en fait, m'a contacté par rapport à mon anglais, un jump sur l'occasion. J'ai sauté sur l'occasion pour communiquer, en fait, ma passion de la blockchain, des données et l'éducation et le partage des infos correctes. Donc voilà, moi je suis impatiente d'en apprendre plus avec tout le monde que nous avons, également de participer donc aux tables rondes. N'hésitez pas à venir à la table ronde de Binance. Et félicitations à toute l'équipe pour avoir planifié un événement aussi bien pensé. Et je suis persuadée qu'il aura un impact considérable. Karine, en tout cas, merci beaucoup. Je viens d'en apprendre beaucoup sur toi et tu peux être rassuré que je vais faire un follow-up on the back channel pour connecter avec toi, surtout par rapport au projet qu'on est en train de faire. Je suis excité surtout de par ton background, investment banking. Je t'en dirai un peu plus offline, on aura une conversation dans le back channel. Pendant ce temps, je vais reconnecter directement avec Gwenaël qui va faire cette introduction. Et ensuite, ce sera Erwin. Gwenaël, s'il te plaît, prends le stage. Merci beaucoup, John. Merci beaucoup pour cette invitation sur le stage. Merci à Karine pour cette intervention, cette première intervention. Merci à tous ceux qui peuvent être là, tous ceux qui vont nous rejoindre. Et merci à la Pan African Tech Foundation
pour cette merveilleuse rencontre. Donc, je vais commencer par souhaiter la bienvenue à tout le monde à ce premier bootcamp francophone, donc de la Pan African Tech Foundation. Je vais remercier encore tous ceux qui participeront, tous ceux qui ont contribué à la conception du bootcamp et qui permettront que, bien sûr, celui-ci soit une totale réussite. Donc, pour ceux qui connaissent un peu, l'année dernière, nous avions eu des bootcamps par région, c'est-à-dire Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique du Sud et Afrique de l'Est. Et cette année, nous mettrons l'accent sur des bootcamps linguistiques, donc portugais, arabe, et je pense qu'il y en a un dernier qui est en cours d'élaboration aussi. Donc, c'est le premier bootcamp de 2022. C'est donc le premier bootcamp d'une longue série de bootcamps cette année encore. Et je pense que pour celui-ci, comme pour tous les autres bootcamps, l'accent sera bien sûr mis sur l'innovation dans la blockchain et son adoption dans les différentes zones d'Afrique. Donc ici, nous sommes donc un espace francophone, donc nous allons parler de l'Afrique francophone, comment les innovations arrivent en Afrique francophone. Dieu merci, nous avons Karine qui avec Binance gère donc l'espace francophone, donc qui a une vision élargie de ce qui se passe dans pas mal de pays dans notre région. Nous allons aussi avoir l'occasion d'avoir plusieurs experts qui feront des présentations dans plusieurs domaines. Comme vous le savez, comme vous l'avez vu dans la présentation, des domaines importants, l'intelligence artificielle, l'entrepreneuriat, la blockchain, tous ces domaines qui permettent aujourd'hui de créer des entreprises, de créer des synergies, de créer un avenir pour des jeunes partout dans le monde et aussi maintenant en Afrique, parce que comme Karine le disait, nous avons accès à de la fibre optique, à des connexions Internet décentes, à des outils technologiques, des téléphones, des ordinateurs. Donc le plus grand nombre de jeunes pourront aussi, si ils ont les bons outils à disposition, participer à cette nouvelle économie. Donc voilà, je vais être bref, je ne vais pas garder les participants très longtemps. Je vais demander bientôt à Erwin Guetta, l'autre acolyte, de me rejoindre pour vous dire lui aussi quelques mots. Donc encore une fois, bienvenue à tout le monde. N'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à nous donner vos suggestions, vos clarifications. Et si vous voulez dire bonjour, pendant les pauses, il y aura des petites tables rondes et on pourra se parler en backstage. Donc, merci à tous et bon bootcamp à nous tous. Merci. À toi, Erwin. Ok, merci Gwenaël. Donc, merci John aussi pour ta modération. Donc, j'aimerais d'abord commencer par remercier Karine et Bines de nous accompagner sur ce projet-là. Donc, je pense que c'est un honneur pour nous d'être accompagnés par ce gros ce mastodonte du domaine de blockchain, de la crypto-monnaie. Merci aussi à Hélène pour son leadership et d'avoir pensé à mettre en place ce canal et puis cet espace-là pour l'Afrique francophone. On l'avait souhaité, on avait soupiré après ce moment-là et c'est devenu une réalité. Donc, une formation, on aura des formations sur la blockchain, sur l'entrepreneuriat, l'intelligence artificielle. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés par ce genre de sujets, ils ne vont pas en sortir sans rien. Je pense qu'ils vont sortir grandis avec beaucoup d'informations, avec beaucoup de choses. Donc, pour moi, c'est une grande joie de participer à ce moment. Et merci à tous les participants d'avoir pris de leur temps pour pouvoir se connecter en ce vendredi. Et je veux dire aussi, la journée sera très belle
Donc, accompagnez-nous et on discutera pendant les pauses. Vous pourrez poser toutes les questions qui vous passeront par la tête. Nous sommes ouverts et on pourra échanger, discuter. Donc, merci à tout le monde et on espère que tout va bien se passer. Merci beaucoup, Erwin. Merci à vous. Merci, Karine. Merci, Karine, beaucoup, surtout parce que non seulement tu représentes Binance, mais c'est pour moi très intéressant, très important de écoute, de te remercier. En tant que femme aussi, on voit de plus en plus en fait des femmes qui sont intéressées dans la blockchain et dans le monde de la francophonie. Donc, c'est très intéressant. Mais aussi en tant que Camerounaise, j'aimerais rappeler un tout petit peu au monde que le monde francophone est de plus en plus en train de se développer. Mais je pense que c'est par le fait que, venant de mon anglophone, j'ai écouté, je sens que tu as quand même chaque fois des remarques en anglais aussi, mais il y a une influence du monde anglophone d'où tu viens, d'où je suis aussi. Et je me rends compte que on se rend compte très souvent que les anglophones sont beaucoup plus avancés que nous, les francophones, et qu'on a envie de rentrer au pays, on a envie de rentrer au bled pour appliquer justement de ces connaissances. Je ne sais pas si tu connais cette plateforme Ebeja qui a pu lever 2 points. Pardon? Ejara Ejara, c'est ça? Oui. J'ai la plateforme avec moi ici sur mon téléphone. Je vais trouver le nom très rapidement. Allez, on va dire c'est quoi la plateforme? Attends. Chache Diop, qui a levé plus de 2 millions de dollars. Voilà, elle a levé plus de 2 millions de dollars auprès du groupe que je connais très bien, CoinShares Venture. Je les ai rencontrés justement à Londres. Ce sont là juste les belles histoires que l'Afrique est en train de parcourir de plus en plus. L'année passée, on a fini l'année avec un flot de capitaux d'un peu plus de 4 milliards de dollars dans les startups en Afrique. Et déjà cette année, je crois que c'est un peu plus de 1 milliard déjà qui sont committed sur les startups africaines. Donc, on voit de plus en plus qu'il y a un afflux. Les gens sont intéressés, le monde anglophone est intéressé à pouvoir venir en Afrique, pas seulement dans la partie anglophone, mais aussi dans la partie francophone. Et de ton expérience, Karine, je peux te rassurer une chose, que moi, je discuterai avec toi en aparté pour voir comment ensemble on peut, et bien sûr avec Erwin et Gwenaël, faire beaucoup de bonnes choses. Alors, on va parler maintenant de la formation sur les technologies émergentes. Et la blockchain, bien sûr, en fait partie. Et il y a Erwin qui va justement, Erwin et bien sûr d'autres personnes qui vont passer on stage pour discuter et faire leurs prestations. Et j'aimerais poser une question, Karine. Est-ce que tu es, à part investment banking, est-ce que tu as en fait une connaissance dans les technologies est-ce que tu as été formé particulièrement dans la technologie? Oui, j'ai commencé ma carrière en investment banking sur Wall Street, mais après, je suis rentrée en gestion des données, donc je travaille à la direction de la gestion des données chez American Express, où j'ai travaillé pendant 8 ans. Et donc, c'est là-bas, en fait, que j'ai découvert la blockchain, parce que j'étais entourée de personnes qui parlaient de big data et artificial intelligence tout le temps, en fait. Intelligence artificielle, oui. Donc, j'ai été formée sur la blockchain. Avant de donner la parole à Erwin, j'aimerais donner une petite expérience que j'ai vécue cette semaine ici. Je suis aux États-Unis, je ne vais pas donner le nom de la plateforme, mais bon, j'ai installé une des fintech africaines qui vaut un peu plus de 2 milliards de dollars aujourd'hui. Alors, je me dis, je vais essayer d'envoyer de l'argent en Afrique du Sud, d'accord? En principe, les technologies fintech sont là pour nous aider à pouvoir faciliter et envoyer en fait des informations binaires le plus rapidement possible. Donc, quand on voit envoyer de l'argent, on veut le faire à la seconde, tout de suite, et savoir que la personne à qui on envoie de l'argent les a reçus. Donc, ce que je fais, c'est que je connecte en fait ce wallet à mon compte bancaire. Je fais un load, je load en fait $100 dans mon wallet. Ce qui est quand même marrant, c'est que quand on prend l'argent de mon compte, ça se fait immédiatement. Donc, l'argent n'est plus disponible de mon compte dans l'immédiat. Mais ça me donne entre 2 et 4 jours pour arriver à disponibiliser les fonds dans mon wallet, avant maintenant que je ne puisse les envoyer en Afrique du Sud. Alors, je me dis, mais en fait, si on doit développer des wallets
au-dessus de l'infrastructure traditionnelle, pour moi, je me dis que ces fintechs ne sont qu'une extension du système bancaire traditionnel. Et cela n'est pas du tout efficient. Ça défie en fait de purpose, right? Et pour moi, la blockchain et les cryptos et les stablecoins sont pour nous en fait une représentation des avancées technologiques que l'on devrait arriver à considérer pour arriver à envoyer des sous, par exemple, mais de développer ce qu'on appelle des liquidity pools à travers justement le monde pour justement faire du settlement. Et ça a été une expérience pour moi assez, assez intéressante. Je me dis, mais you know what? Si on n'arrive pas à développer des solutions qui peuvent nous permettre non seulement de réduire les coûts de manière très signifiante et de passer l'information le plus rapidement possible, alors on a un seul problème et c'est là que la blockchain vient. Et j'aimerais inviter maintenant Erwin sur le podium pour ta bonne. Je crois que ton topic, ce sera sur voilà, l'introduction de la blockchain et ses cas d'utilisation. Donc, j'espère que tu parleras bien sûr sûrement de mon cas aussi. Et je vais te laisser pendant 1 heure, alors qu'on va inviter le panel à pouvoir poser des questions pendant au moins 15 minutes. Karine, j'espère que tu seras avec nous de la partie, parce que tu es l'élément phare aujourd'hui pour nous. Donc, à chaque fois, je te ferai venir pour que tu puisses en fait arriver à donner quelques éléments ou alors des commentaires sur chaque question si possible. Merci beaucoup. Erwin. Ok. Merci. Donc, le temps que je connecte. Alors, pendant ce temps, je vais te laisser. Moi, je vais aller en backstage et je reviendrai dans 30-45 minutes. Ok, ça marche. Ok, donc bonjour à tous. Bonjour à tous et merci de nous accompagner pour ce moment. Donc, ce que je dois faire maintenant, c'est de partager avec vous, faire une introduction sur la blockchain, donc la blockchain et ses cas d'usage. Je pense que vous avez sûrement entendu parler du Bitcoin, des crypto-monnaies, de la finance décentralisée qui nous permettra, par exemple, de pouvoir faire des prêts de pair à pair sans passer forcément par des intermédiaires. Aussi de tout ce qui est contrat intelligent, de NFT qui ont défrayé la chronique depuis 2021. Et même tout dernièrement, le mot qui est le buzzword qui est à la mode actuellement, c'est le métavers. Mais qu'est-ce que toutes ces technologies ont en commun? Qu'est-ce que toutes ces technologies qui sont sorties durant ces 10 dernières années qui n'existaient pas auparavant ont en commun? Et c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Et la réponse est que ces technologies-là partagent une technologie mère ou un socle commun, un socle mère qu'on appelle la blockchain. Donc aujourd'hui, pour cette introduction, j'aimerais que vous rêviez avec moi. Donc, imaginez un monde dans lequel notre vie privée et nos secrets seraient parfaitement préservés. Un monde dans lequel, malgré la préservation de la vie privée, toutes les transactions seraient plus transparentes, plus sécurisées, plus rapides et moins coûteuses. Un monde dans lequel nous aurions la liberté de gérer nos finances et où chacun en griffe deviendrait sa propre banque, apportant la liberté de pouvoir échanger comme on le souhaite. En résumé, ce monde que je vous présente là, c'est un monde plus juste, plus libre et plus solidaire. Et ce qui aurait pu sembler être une utopie il y a quelques années de cela, pour moi aujourd'hui est devenu une réalité grâce à cette technologie que moi j'appelle une révolution qu'on appelle la blockchain. Donc, je suis Erwin Ngueta, lead francophone PATF et aussi directeur adjoint de la Testing Factory Afrique subsaharienne de la Société Générale.
Et je vous prie de m'accompagner aujourd'hui dans ce voyage qui est la découverte de cette révolution. Donc, ce que je propose, c'est quelques thèmes que nous allons traverser. En 1 heure, je n'ai pas la prétention de vous faire devenir des experts de la blockchain, mais ce que j'aimerais vous faire connaître, c'est les différentes potentialités de cette technologie. Et on commencera par un storytelling qui est l'histoire de mon quartier. Ensuite, on verra les origines de la blockchain. Qu'est-ce que la blockchain? Comment est-ce qu'elle fonctionne? Quelles sont les différentes applications de la blockchain? Parce qu'il y en a de nombreuses. On parlera des plus marquantes et des principales. Quelles sont les opportunités de la blockchain pour l'Afrique? Et on terminera par la présentation d'un cas d'usage concret en Afrique. Il y en a plusieurs, mais j'ai préféré choisir le cas d'usage qui, pour moi, était le plus parlant pour moi. Donc, la gestion des cadastres dans la blockchain qui a été faite par une société au Ghana. Et on terminera ce parcours-là avec un échange avec un expert, Alexandre Kolani, qui échangera avec nous, qui est un entrepreneur de la blockchain, donc qui connaît vraiment bien la blockchain et qui nous permettra de pouvoir naviguer dans les eaux de la blockchain sur le domaine spécifique de l'énergie et des transferts en Afrique, tout ce qui est financement, levée de fonds. Donc, pour commencer, qu'est-ce qui se passait dans mon quartier il y a quelques années de cela? Donc ça, c'est une image de ce qui s'est passé il y a quelques années dans le monde en termes de transactions et en termes d'échanges. Donc au départ, qu'est-ce qui se passait? Dans mon quartier, on est dans un immeuble, on a plusieurs appartements. Et un jour, Gwenaël est venu me prêter 10 000 francs CFA. Et normalement, Gwenaël était censé me rendre ces 10 000 francs CFA-là la semaine qui suivait. Mais malheureusement, Gwenaël ne m'a pas remboursé ces 10 000 francs. Je l'ai appelé, je lui ai demandé de me rembourser cet argent et Gwenaël a dit qu'il ne se rappelait même plus du fait qu'il m'avait emprunté 10 000 francs CFA. Donc là, qu'est-ce que je fais? C'est sa parole contre la mienne. Et dans ce système-là, on ne peut rien faire. Sinon, peut-être se bagarrer, en venir aux mains, etc. Donc, ces genres de cas s'est posé plusieurs fois dans mon quartier. Et ça s'est posé plusieurs fois dans le monde au début des transactions. Donc, ce qui a été décidé dans mon quartier, par exemple, que je prends, c'est une allégorie un peu de ce qui s'est passé dans le monde. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a décidé de prendre une personne dans notre immeuble, un gars, une personne en qui on avait vraiment confiance, qui allait être notre garant et qui allait être la personne devant laquelle on venait faire tout ce qui était prêt. Et cette personne allait avoir un registre, un cahier dans lequel il allait noter toutes les informations. Donc, si Gwenaël a emprunté 10 000 francs à Erwin, on vient devant lui, on fait la transaction et il écrit dans son cahier que Gwenaël a emprunté 10 000 francs à Erwin. Quand il doit avoir un remboursement, on vient devant lui encore et il écrit cette transaction encore dans son registre, dans son cahier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne-là, qui s'appelait Kofi, a eu beaucoup trop de pouvoir. Donc, quand Kofi dort, on ne peut plus faire des transactions. On est obligé d'attendre Kofi. Quand Kofi est en voyage ou est malade, on est obligé de suspendre tout ce qui est transaction. On est obligé d'attendre Kofi. Et Kofi, pour son temps et pour tout le travail qu'il faisait pour nous, a décidé de ne plus le faire gratuitement parce que pour lui, c'était devenu trop pesant. Donc, a commencé à nous facturer des frais sur ces transactions qu'il notait dans son registre. Ces frais-là, au départ, ils étaient de 100 francs, ensuite de 200, après de 300, de 400, et Kofi montait les frais comme il le voulait. Donc, ça a été un problème dans le quartier et il y a eu des voix qui se sont élevées. Et une personne, Sephora, a eu une idée un jour géniale et a dit, mais pourquoi est-ce qu'on devrait faire confiance à une seule personne? Pourquoi est-ce qu'on devrait confier ce si grand pouvoir à une seule personne alors qu'on pourrait le partager entre nous? Idée géniale, ça a été une révélation. Donc, qu'est-ce qu'on a fait à partir de ce moment-là? La solution a été qu'au moment de prêter de l'argent, quelques personnes du bâtiment doivent être présentes au lieu qu'il y ait une seule personne qui remplisse dans son registre. Quand on fait le prêt d'argent, des personnes prennent leur smartphone et enregistrent la transaction.
Et dès qu'elles ont fini d'enregistrer la transaction, par exemple, de Erwin prête 100 000 francs à Gwenaël, automatiquement, cette personne, après l'enregistrement de cette transaction, publie cette vidéo dans un groupe privé directement sur Instagram, sur Facebook et dans le groupe privé WhatsApp, par exemple, de l'immeuble. De telle sorte qu'il est impossible de pouvoir aller supprimer toutes les vidéos de Instagram, de Facebook et de ces différents groupes-là pour pouvoir revenir en arrière. Donc, ça fait que tout le monde a une copie de la transaction. Cette transaction-là est sécurisée. Cette transaction est partagée. Elle est transparente parce que tout le monde a la vidéo et elle est partagée sur plusieurs réseaux différents, la rendant presque impossible à supprimer. C'est ce qu'est venu faire la blockchain. Donc, la blockchain est venue supprimer ce tiers de confiance-là, Kofi, qui sont actuellement les banques, qui sont les assurances, qui sont plusieurs types qui sont Google, qui sont YouTube, etc., pour pouvoir redonner le pouvoir à tous les participants du système. Donc, c'est ce que la blockchain fait. La blockchain partage le pouvoir, distribue le pouvoir et permet à tous les participants du système de pouvoir intervenir, de pouvoir avoir une copie de ce qui se passe, de pouvoir savoir en temps réel quelles sont les transactions qui sont passées et de pouvoir empêcher aussi de modifier cette transaction-là. Donc, ça, c'était l'introduction de la blockchain. Et maintenant, avant de rentrer dans le fond de la blockchain, nous allons revenir en arrière vers les origines de la blockchain et qu'est-ce qui a motivé la mise en place de cette blockchain, et nous allons voir quelle invention géniale ça a été. Donc, en revenant aux origines de la blockchain, on parle déjà des origines des transactions ou bien des échanges. Au départ des transactions dans le monde, on était dans une économie de subsistance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde, par exemple, moi je suis un pêcheur, si je pêche mon poisson, automatiquement je ne peux que manger ce poisson-là. Si Alioune, par exemple, a chassé un bœuf, il mange ce bœuf. Même s'il a envie de manger un poisson, il ne peut pas puisque lui, il est chasseur. Donc, c'était ça l'économie de subsistance au début. Et ensuite, Alioune et moi, par exemple, on s'est dit, ben, moi, je veux varier mon régime alimentaire. Je ne veux plus manger que du poisson. Je ne sais pêcher que du poisson, mais je ne veux plus manger que du poisson. Toi, tu ne sais chasser que du bœuf, mais tu ne veux plus aussi manger que du bœuf. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut s'échanger des poissons et des bœufs en fonction en fonction des quantités qu'on se sera fixées. C'est là qu'est né le système de troc. Donc, le système de troc est venu, comment on peut dire là, est venu corriger ce problème en permettant à des personnes qui avaient qui avaient des biens de pouvoir les échanger contre d'autres biens à d'autres personnes qui avaient des biens qu'elles voulaient. Et ce système s'est passé pendant longtemps, mais on s'est rendu compte aussi que, par exemple, le poisson peut ne pas, quand il y a l'hiver, par exemple, le poisson, on ne peut plus pêcher le poisson, mais on peut continuer à chasser le bœuf, par exemple, pendant l'hiver. Donc, Kofi continue à chasser le bœuf pendant l'hiver, mais moi, je ne peux plus pêcher le poisson. Ah, mais malheureusement, moi, j'ai envie de manger pendant l'hiver et je ne veux pas manger de poisson. Qu'est-ce qu'on fait? C'est là qu'on a travaillé la reconnaissance de dette. Donc, Kofi me donne un bœuf. Je n'ai pas de poisson à lui donner actuellement, mais je reconnais en écrivant sur un papier que quand la saison des poissons va arriver, je vais te donner 10 poissons en échange de ce bœuf. C'est là qu'est arrivée la reconnaissance des dettes. Et au fur et à mesure de reconnaissance des dettes, il y a eu des reconnaissances des dettes déjà dans un lieu très fermé, très centré géographiquement. Et au fur et à mesure des échanges de la route, de la soie, etc., on a dû mettre en place des systèmes beaucoup plus complexes et on a dû arriver à un système qui mettait tout le monde d'accord, au lieu que ce soit un système qui soit géré par région. C'est là qu'est née la monnaie. Donc, la monnaie, c'est une reconnaissance des dettes universelles. Et cette monnaie-là a évolué au cours du temps. De monnaie, on avait des monnaies comme les cauris et autres. On est passé à tout ce qui était or, ensuite étalon d'or, tout ce qui est pièces de monnaie. On a des pièces de monnaie, nous sommes passés aux billets, des billets, nous sommes passés aux chèques, des chèques, nous sommes passés aux cartes de crédit,
des cartes de crédit, au mobile money, aux monnaies numériques qui sont sur, comme PayPal, etc. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés aux crypto-monnaies qui sont basées sur la blockchain. Donc, tout au long de l'histoire, des instruments dignes de confiance tels que les pièces de monnaie, etc., ont été développés pour faciliter l'échange de biens, de valeurs et protéger à la fois les acheteurs et les vendeurs. C'était ça le but. Donc, grâce à certaines innovations importantes, en particulier, par exemple, les téléphones, les systèmes de cartes de crédit, Internet, etc., il y a eu une multitude de choses, une amélioration des instruments de paiement et cela a permis de pouvoir éliminer toute distance entre acheteurs et vendeurs. Malheureusement, ce système-là que j'ai décrit précédemment et qui est aujourd'hui le système financier actuel a connu beaucoup de mésaventures, des crashs boursiers, des scandales financiers, des choses très, très dures qu'on a connues tout le long de notre histoire. Et on a vu de par cette expérience-là, les limites du système de transaction actuel. Donc, pour certaines limites, par exemple, les liquidités ne sont utiles que pour des transactions locales avec des montants relativement faibles. Ça concerne certaines monnaies. Par exemple, quand on a du CFA, on ne peut utiliser le CFA qu'en Afrique francophone, que dans l'UEMOA, par exemple, ou bien que dans la CEMAC. On ne peut pas prendre un CFA aujourd'hui et aller acheter quelque chose en France directement. On doit faire du change pour pouvoir avoir de l'euro, par exemple. Ensuite, les délais qui séparent les transactions de leur règlement sont longs. John en parlait tout à l'heure. Il a voulu faire un envoi vers l'Afrique du Sud. Ça lui a pris à peu près 4 à 5 jours, beaucoup plus longtemps même que cela. Et c'est ce qu'on voit actuellement. Les délais sont très longs. Et le corollaire de cette longueur de délai, la cause même, c'est parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires. Et le corollaire, c'est l'augmentation des coûts de transaction. Ensuite, il y a des fraudes et la cyberattaque qui a beaucoup impacté le monde entier. Donc, des virus, des vers qui sont partis dans des comptes, prendre de l'argent dans des comptes, etc. On a eu beaucoup de scandales dans ce monde-là. Ensuite, il y a des films qui se sont spécialisés dans des cartes, par exemple Mastercard, Visa, etc., mais qui offrent des taux très, très élevés. Par exemple, quand tu as une carte Visa que tu veux effectuer, une opération Visa hors de ton pays, le minimum que tu dois payer, c'est 2750 francs CFA. Donc, en euros, c'est à peu près 5 euros. Et ça, c'est le minimum. Et après ça, tu dois payer 3% à peu près de tout ce que tu dépenses ou même tout ce que tu retires. C'est énorme au niveau mondial. Et la dernière limite, c'est qu'actuellement, malgré le sort des banques, malgré le sort du système financier actuel, nous avons plus de la moitié de la population qui ne dispose pas d'un compte bancaire. Il faut donc trouver des solutions. C'est là que un groupe de penseurs et de cryptographes est né depuis 1993, qu'on appelle les cypherpunks. Donc, le corollaire du fait qu'on ne puisse pas gérer l'argent nous-mêmes, que l'argent puisse être géré par des intermédiaires, que l'argent puisse être géré par des personnes qui sont des groupes privés ou bien des États ou des banques centrales, etc. Ce corollaire-là, c'est que même les informations, nous connaissons, les transactions que nous faisons sont gérées par Visa, sont gérées par de gros mastodontes. On ne compte plus les scandales concernant la vente de données privées, de secrets, Facebook, YouTube, on a vu le Cambridge Analytica Gate, on a vu plein de choses. Donc, à l'heure du numérique aujourd'hui, la vie privée est essentielle. Et c'est ce que ce groupe de penseurs-là a été créé pour lutter pour la protection de la vie privée. Donc, pour eux, celui qui contrôle votre argent contrôle tous les aspects de vos vies. Celui qui contrôle vos échanges contrôle votre liberté. Donc, pour eux, il est inconcevable qu'on puisse laisser un si grand pouvoir dans les mains d'une infime partie de ce monde-là, d'un système, et qui a fait les preuves de son inefficacité, a fait les preuves de son incapacité à gérer certaines crises. Donc, ce groupe-là a commencé à mettre en place certains codes, certaines applications qui permettent de pouvoir protéger la vie privée, qui permettent de pouvoir garder des secrets,
qui permettent de pouvoir gérer des choses de manière privée, gérer des choses par nous-mêmes et non pas être à la merci des grands groupes privés. Donc, c'est ces cypherpunks-là qui ont commencé cette réflexion. Et pendant cette réflexion, ils ont pensé à mettre en place de la monnaie de pair à pair. Donc, c'est là qu'est venue l'idée première de créer une monnaie qui allait être décentralisée, distribuée et qui n'allait être gérée par aucun tiers de confiance. Cette idée-là est venue des cypherpunks. Je vous ai parlé de toutes les problématiques que le système monétaire actuel a rencontrées. Des crises à n'en point finir, le crash boursier de 1929, des crises pétrolières qui ont mis des familles à la rue, des suicides. Et le point d'orgue de ces crises-là a eu lieu il n'y a même pas longtemps et c'est vraiment contemporain à nous. Je pense que la majorité des personnes ici en ont entendu parler. Il a eu lieu en 2008 lors de la crise des subprimes. Pendant la crise des subprimes, pour résumer cette crise des subprimes, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que des groupes bancaires ont mis en place des prêts qu'on appelle des subprimes, donc des prêts qui sont donnés à des personnes normalement qui n'étaient pas solvables. Donc, normalement, quand vous prenez un prêt, on a ce qu'on appelle la quotité cessible. Donc, la quotité cessible, normalement, c'est 33% de votre salaire. Donc, 33, vous ne pouvez pas prendre un prêt qui vous fait rembourser plus de 33% de votre salaire par mois. Parce qu'on pense qu'au-delà de 33%, de rembourser 33% de votre salaire par mois, vous entrez en risque pour votre vie, vous entrez en risque pour votre quotidien. C'est pourquoi cette quotité cessible a été mise en place. Mais ce que ces banques-là ont mis en place, c'est que, par exemple, aujourd'hui, on vous donnait un prêt qui avait une quotité cessible qui vous permettait de pouvoir rembourser, par exemple, 100 000 francs par mois, ce mois. Dans 3 mois, les 100 000 devenaient 150 000. Après, ces 150 000 par mois-là devenaient 300 000, etc. Et l'argent que vous remboursiez chaque mois augmentait au lieu d'être le même, comme ce qu'on voit actuellement. Et ce postulat-là s'est mis en place parce que les personnes anticipaient sur le fait que les revenus des Américains, par exemple, allaient augmenter chaque année, alors que ce n'a pas été le cas. Donc, à un moment donné, à partir de 2007, les personnes qui avaient pris ces prêts hypothécaires-là étaient pris à la gorge, n'arrivaient plus à rembourser, et ça a été un cataclysme. Lehman Brothers a fait faillite. Quand cette faillite a eu lieu, il y a ce qu'on appelle les effets systémiques. Donc, les effets systémiques, ça veut dire qu'une entreprise est tellement grande et a tellement de ramifications à travers le monde que lorsqu'elle ferme, automatiquement, elle entraîne presque tout le système financier avec elle. C'est ce qui s'est passé pendant la crise des subprimes. On a assisté même, à cause de cette crise des subprimes-là, à l'effondrement de la Grèce. Moi, c'était la première fois de ma vie que j'entendais qu'un pays était en faillite. Et c'est ce qui s'est passé à cause de l'incompétence, du manque de tact, de l'abus de pouvoir des tiers de confiance. Et c'est là que quelqu'un qu'on appelle Satoshi Nakamoto, qui réfléchissait déjà à la mise en place d'un système qui allait venir supprimer ces tiers de confiance-là, a eu cette révélation de la blockchain. Donc, comment est-ce que ça s'est passé? Comme je l'ai dit, il y avait déjà des personnes, les cypherpunks, qui avaient commencé à mettre les bases de ce système-là de transactions en place. Donc, Satoshi Nakamoto, on ne sait pas encore qui c'est. C'est vraiment, on ne sait pas si c'est un groupe de personnes ou bien si c'est, comment on peut dire là, si c'est un groupe de personnes ou bien si c'est une personne ne connaît son identité jusqu'à maintenant, a commencé à réfléchir à la mise en place de ce système-là décentralisé, libertaire, qui allait apporter la liberté, qui allait apporter la transparence dans le système financier. Et il s'est servi des travaux des cypherpunks. Et pour lui, il était en même temps cryptographe. Il avait cette double compétence de cryptographie et aussi d'économie et de monétariste. Et il a commencé à réfléchir à écrire le code qui allait se transformer plus tard dans cette révolution
qu'on appelle la blockchain. Donc, l'obstacle majeur qu'il avait rencontré, c'était l'obstacle de la double dépense. Donc, l'obstacle à la double dépense, c'est quoi? Vous savez tous que lorsque nous sommes sur Internet ou bien sur même un ordinateur, tout ce qui est numérique peut être reproduit à l'infini. Quand vous avez un fichier Excel sur votre ordinateur, quand vous m'envoyez ce fichier Excel-là, vous pouvez en garder une copie, vous pouvez envoyer ce même fichier Excel-là à 100 000 personnes. C'était ça le problème de la double dépense. Et c'était ça le problème le plus difficile qu'il rencontrait pour pouvoir créer une monnaie indépendante de pair à pair, une monnaie numérique. Cette monnaie numérique n'allait être basée sur aucun système, qui allait être basée sur aucune monnaie, sur aucune banque centrale. Donc, pour lui, comment est-ce qu'on pouvait s'assurer que quelqu'un puisse avoir un bitcoin, par exemple, et que quand il m'envoie ce bitcoin-là disparaît et qu'on s'assure qu'il ne garde pas une copie de ce bitcoin. Parce que si on peut avoir une double dépense, alors la monnaie est inefficace et elle est inutilisable. Et après des années de recherche, Satoshi Nakamoto a fini par craquer ce code et a inventé l'unicité numérique. Ça a été l'innovation la plus marquante de ces 20 dernières années. Donc, comment s'assurer qu'un actif numérique, qu'un fichier numérique, par exemple, est unique? Satoshi Nakamoto l'a inventé, rendant obsolète, comme lui-même le dit, le copier-coller dans son royaume. C'est là qu'il a créé le code du Bitcoin et le 31 octobre 2008, il a publié le livre blanc du Bitcoin. Pourquoi est-ce que je parle du Bitcoin? Parce que le Bitcoin, avant même d'être une crypto-monnaie, est la première blockchain qui a été créée. Donc, c'est la première blockchain au monde. C'est Bitcoin avec grand B. Et ce Bitcoin avec grand B là, pour pouvoir vivre, pour pouvoir rémunérer les personnes qui participent à la sécurisation, à la validation, à la protection et à la vie de ce système-là, seraient rémunérés par la crypto-monnaie qu'on appelle le Bitcoin. Donc, la crypto-monnaie Bitcoin n'est autre que la rémunération des valideurs, des sécurisateurs de la blockchain Bitcoin. Donc, c'est le Bitcoin qui a été la première blockchain qui a été mise en place dans ce monde-là. Et la blockchain supprime la nécessité d'avoir un tiers de confiance. Et le 12 janvier 2009, Satoshi Nakamoto a envoyé sa première transaction Bitcoin. Et cette transaction-là a été faite avec Al Finney, qui était aussi quelqu'un qui était parmi les cypherpunks. Donc, on en arrive maintenant à notre sujet. Qu'est-ce que la blockchain? Ici, je vous ai décrit plusieurs définitions parce que je pense que plusieurs personnes connectées actuellement ont des backgrounds différents. Donc, j'ai préféré aller de la définition la plus simple à la définition la plus technique pour que chacun puisse trouver son pain ou bien la chose, la définition qui lui siera le mieux. Donc, la définition simpliste du Bitcoin dit que le Bitcoin est un grand livre de compte ouvert et accessible à tous en écriture et en lecture qui est partagé sur un grand nombre d'ordinateurs à travers le monde. La définition basique du Bitcoin de la blockchain dit que c'est un logiciel qui stocke et transfère de la valeur ou des données via Internet de façon transparente, sécurisée et sans organe de contrôle. Retenez bien ces mots, transparence, sécurité et désintermédiation. La définition littérale de la blockchain dit que la blockchain est une chaîne de blocs, donc de conteneurs numériques qui contiennent des datas, des données, dans lesquelles sont stockées des informations de toute nature, que ce soit des transactions, des contrats, des titres de propriété, des œuvres d'art, etc. Donc, des titres de propriété, on va le voir avec le cadastre, et puis aussi les NFTs. Actuellement, il y a des œuvres d'art qui sont vendues comme des NFTs. On peut vendre des œuvres d'art numériques grâce à la blockchain. La définition généraliste dit que la blockchain est une technologie pour une nouvelle génération d'applications transactionnelles qui, grâce à un mécanisme de consensus collectif couplé avec l'utilisation d'un grand livre de comptes publics décentralisé et partagé, établit la confiance, retenez ce mot confiance, la responsabilité, la transparence, tout en rationalisant les processus d'affaires.
Et nous allons terminer avec la définition la plus technique de la blockchain. La blockchain, selon sa définition technique, est une technologie de base de données, donc qui contient des data, des données, qui s'appuie et qui tire pleinement profit d'Internet. Donc, c'est une technologie qui ne vit que sur Internet, du protocole libre, donc c'est le code qui a été écrit, de la puissance de calcul, donc la puissance de calcul des nœuds. Les nœuds, ce sont les ordinateurs qui participent à la validation des transactions, et de la cryptographie asymétrique pour préciser, quand on parle de cryptographie asymétrique, ça veut dire qu'on a une clé privée qui est gardée par la personne et qui ne doit être révélée à personne, et on a une clé publique qui est comme une adresse mail qu'on peut partager, qui est comme notre RIB, et sur lesquels on peut nous faire des virements et des transactions sur la blockchain. Cette base de données transactionnelle distribuée, on va le voir tout à l'heure, est comparable à un grand livre comptable. Donc, la blockchain n'a pas inventé le registre ou bien le livre comptable, ça existait déjà, mais l'innovation a été de faire de ce livre comptable-là un livre comptable distribué, partagé et beaucoup plus sécurisé numériquement, dans lequel chaque nouvelle transaction est écrite à la suite des autres sans avoir la possibilité de modifier, d'où l'immuabilité de la blockchain et d'effacer les précédentes. Ce registre est actif, il est chronologique, donc on a un système d'horodatage qui est intégré à la blockchain. Il est distribué, il est vérifiable, il est protégé contre la falsification, donc il est dur, il est on peut dire là, imperméable à tout ce qui est hack par un système de confiance réparti. Donc, on a un consensus. Le consensus, on va le voir, c'est le fait que tout le monde puisse s'entendre sur la validation d'une transaction. Donc, et ce consensus, ça se fait entre les membres ou les participants au système. Je suivais hier un webinaire sur la blockchain d'un professeur de HEC et il disait que depuis que le Bitcoin a été créé, la blockchain Bitcoin, il n'y a pas encore eu de hack. Elle a été créée depuis 2008. Il n'y a pas encore eu de piratage de cette blockchain Bitcoin-là. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de très sécurisé. Pour pouvoir faire un résumé de tout ce qu'on vient de voir en termes de définition de la blockchain, je vais vous donner ici une définition qui va résumer un peu les précédentes. Donc, si vous devez retenir quelque chose, c'est que la blockchain est une base de données transactionnelle distribuée, comparable à un grand livre comptable décentralisé et partagé qui stocke et transfère de la valeur ou des données via Internet, c'est important, de façon transparente, sécurisée et autonome, car elle n'a pas besoin d'un organe central de contrôle. Ce registre, il est actif, il est chronologique, il est distribué, il est vérifiable. Aujourd'hui, vous pouvez vous connecter sur blockchain.com, vous allez avoir toutes les transactions sur bitcoin.com, vous allez avoir toutes les transactions Bitcoin qui sont passées depuis la création de Bitcoin avec les montants. Donc, il est transparent et il est vérifiable. Il est protégé contre la falsification par un système de confiance réparti qui est le consensus entre ses membres. Chaque membre du réseau possède une copie à jour du grand livre en temps quasi réel. Donc, pour le Bitcoin, par exemple, c'est chaque 10 minutes que ça se met à jour. Et le contenu est toujours en phase avec l'ensemble des participants. Est-ce que ce n'est pas une révolution? Est-ce que ce n'est pas quelque chose d'inédit, quelque chose d'évolutif, de disruptif, comme on le dit? Pour moi, la blockchain va transformer le monde qu'on connaît, qu'on connaît actuellement. Parce qu'il va nous donner le pouvoir. Il va donner le pouvoir au peuple. La blockchain, pour moi, c'est ce qu'on appelait la démocratie avant. La blockchain, pour moi, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Parce qu'on n'a plus besoin de se laisser distraire par des organismes de tiers et se laisser manipuler aussi par des tiers. Ainsi, la blockchain permet l'automatisation de la transaction en supprimant les tiers. C'est un système de consensus distribué et de confiance partagée. On n'a pas besoin d'avoir confiance en une seule personne. Tout le monde se fait confiance parce que personne n'a intérêt à trahir les autres. Et la blockchain est une infrastructure de certification et aussi de notarisation. Pour avancer un peu dans la blockchain encore, on va voir les principes de la blockchain. Donc,
il y en a plusieurs, il y en a à peu près 5, les 5 principaux. On peut en trouver d'autres. Donc, la blockchain, le premier principe, c'est que c'est un registre distribué et partagé. Quand on parle de registre distribué et partagé, on parle de grands livres de compte. Comme je l'ai dit, ce n'est pas la blockchain qui a inventé les livres de compte, mais ce qu'elle a inventé comme innovation, c'est que ce soit distribué et partagé et fondé sur un enregistrement immuable de toutes les transactions sur le réseau et qui sont visibles par tous les membres du réseau. Donc, avec ce registre partagé-là, les transactions ne sont enregistrées qu'une seule fois, ce qui limite toute redondance des actions, caractéristique des réseaux d'entreprises traditionnels. Donc, il n'y a pas plusieurs intermédiaires qui doivent valider et autres. On valide une seule fois à travers le consensus et ça part. C'est ce qui permet de pouvoir avoir quelque chose de très agile et de très rapide en termes de transactions. Le deuxième principe, c'est la décentralisation et la désintermédiation. Donc, c'est quoi ces principes-là? Comme on l'a dit, la blockchain vient supprimer les tiers de confiance. Donc, aujourd'hui, dans la blockchain, on n'a aucun organe central qui puisse venir gérer la blockchain. La blockchain est gérée par le réseau. C'est ça la décentralisation et la désintermédiation. Ensuite, le troisième principe, c'est le consensus. Donc, qui dit consensus dit accord entre des parties prenantes. Donc, le fait que la transaction soit acceptée ou rejetée est le fruit d'un consensus qui est distribué et non institutionnel et c'est décentralisé. Donc, ce consensus-là permet de pouvoir apporter la confiance dans la validation puisque nous sommes tous présents pour valider la transaction. Le quatrième principe, c'est l'immuabilité. Comme on l'a dit, il est immuable. Immuable, c'est quoi? Immuable, ça veut dire que lorsqu'une transaction a été validée, inscrite dans un bloc, on ne peut plus modifier cette transaction-là. On ne peut pas supprimer cette transaction. Tout ce qui doit se passer doit être fait après, dans les blocs qui suivent. Et on verra pourquoi est-ce que c'est aussi sécurisé, pourquoi est-ce qu'il est presque impossible de modifier une transaction qui a déjà été validée. On va le voir dans les slides suivantes. Le dernier principe, c'est la confiance qui est partagée. Au lieu d'avoir confiance en une seule personne, en une seule institution, en un seul organe qui allait avoir le pouvoir sur tout le monde, on a la confiance qui est partagée entre tous les participants du système et ça permet de pouvoir faire vivre ce système-là de manière plus cohérente. Donc, en résumé, passer par un mécanisme de consensus collectif plus utiliser un grand livre ouvert, décentralisé, partagé entraîne la confiance, la transparence et le partage. Et c'était ça l'objectif primaire de la blockchain. Apporter plus de confiance parce que les personnes après cette crise de 2008 là, avaient perdu confiance dans le système financier traditionnel, avaient perdu confiance dans tout ce qui était tiers de confiance en griffe. Et la transparence permet à tout le monde de savoir ce qui se passe. Pas un système opaque qui, même quand tu as de l'argent en banque, est très compliqué à faire sortir. Donc la transparence et le partage des informations, le partage du pouvoir, c'est ça qu'est venu apporter la blockchain. Donc ici, je vous présente un peu le step by step d'une transaction sur la blockchain. Donc rapidement, en 1, vous voyez A et B initient une transaction. Donc un échange de données sous forme digitale, donc qu'on appelle des tokenized assets. Donc ça peut être de l'argent, ça peut être une image, ça peut être un contrat, etc. Donc tokenized assets, ce sont des actifs tokenisés. Donc le token, ça veut dire jeton. Donc jeton, ça peut être une crypto-monnaie, ça peut être un crypto-actif, etc. Donc quelqu'un a initié une transaction vers B. Ce qui se passe, c'est à la deuxième étape, la transaction est soumise à un réseau de pair à pair où un grand nombre d'ordinateurs qu'on appelle les nœuds sont interconnectés. C'est ce qu'on appelle le système distribué et le système partagé. Donc, l'information arrive en même temps sur tous les nœuds du réseau. Et actuellement, pour la blockchain Bitcoin, il y a des centaines de millions de nœuds qui sont des ordinateurs qui sont là, qui participent au système pour miner, valider les transactions. Après avoir envoyé cette information à tous les nœuds en même temps, de façon automatique, donc tout le monde reçoit l'information en même temps, d'où la symétrie d'information. Les mineurs, ce sont les personnes, les nœuds qui valident les transactions. Donc ce sont les intervenants qui sont, comment on peut dire, qui sont
actifs, ces gens-là valident, sélectionnent certaines transactions et valident ces transactions-là. Donc, pour la validation des transactions, on le voit en partie 4. La personne, pour le proof of work, qui est la preuve de travail, qui est actuellement utilisée par la majorité des blockchains, on verra qu'est-ce que la preuve de travail dans la slide suivante et quel est son autre pendant. Quand ces personnes la reçoivent et qu'elles veulent valider une transaction, le système, le réseau leur envoie un problème mathématique complexe à résoudre. Et leurs ordinateurs, en se servant de puissance de calcul de ces ordinateurs-là, résolvent ce problème mathématique. Et le premier à avoir résolu le problème mathématique est celui-là qui doit valider la transaction après la validation de tout le monde. Donc, tout le monde reconnaît que c'est lui qui a été celui qui a validé, qui a résolu le problème. Tout le monde donne son accord et là, la transaction est validée. Et dès que la transaction est validée, par exemple, sur la blockchain Bitcoin, automatiquement, la personne qui a validé cette transaction-là, qu'on appelle un mineur, reçoit un Bitcoin en contrepartie de son travail, de l'utilisation de ses ressources, puisqu'il y a de l'électricité qui est consommée, il y a beaucoup de choses qui sont consommées. Donc aujourd'hui, par exemple, le Bitcoin est à peu près à 40 000 $. Je n'ai pas regardé les cours de ce matin. Donc quelqu'un qui valide une transaction Bitcoin reçoit une transaction Bitcoin reçoit un Bitcoin qui est l'équivalent de un bloc, pas une transaction, un bloc Bitcoin reçoit un Bitcoin qui est l'équivalent de 40 000 $. Ensuite, après avoir validé, donc le bloc qui est validé est automatiquement certifié par un hash. On verra ce que c'est que le hash, qui est validé par un hash, qui est une manière de pouvoir certifier les blocs et de pouvoir les rendre beaucoup plus infalsifiables et sécurisés. Et après avoir validé ce hash-là, automatiquement, le bloc est alors miné et la transaction arrive à B. Donc, toutes ces étapes-là, ces 6 étapes-là, elles sont faites pour la blockchain Bitcoin, elles sont faites en 10 minutes. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que lorsque je veux envoyer de l'argent à quelqu'un en France, par exemple, au lieu de lui faire un virement bancaire, ça va me prendre près de 5 jours. Au lieu de lui faire un monogramme, il va falloir que je sorte, aller faire ce monogramme, ou bien si j'ai l'application, je débite mon compte, je crédite son compte, etc. C'est très compliqué. Ça prend beaucoup de temps et la blockchain te permet de faire cela, par exemple, avec le Bitcoin, les crypto-monnaies, en 10 minutes. Et certaines crypto-monnaies se sont spécialisées dans la réduction même des temps de validation, parce que la blockchain Bitcoin est l'une des plus lentes. C'est vrai que pour moi, c'est l'une des plus sécurisées, mais c'est l'une des plus lentes. Actuellement, il y a certaines qui vont à moins d'1 minute par validation des transactions. Donc, quelquefois, tu peux envoyer de l'argent. La dernière fois, j'ai envoyé des Shiba Inu, par exemple, à quelqu'un, quelqu'un qui était en France, en moins de 5 minutes, il m'a fait le retour pour dire qu'il avait reçu ses Shiba, qui sont une crypto-monnaie. Donc, c'est un système qui est venu changer un peu la face du monde en termes de transactions et en termes d'échanges. Donc, tout à l'heure, je parlais de la validation des blocs, qui est un élément central dans la blockchain. C'est pourquoi on appelle blockchain, parce que ce sont des blocs de transactions qui sont validés et qui sont liés les unes aux autres. C'est ce qui fait qu'on appelle une chaîne de blocs, parce qu'il y a des blocs. Un bloc, c'est un ensemble de transactions, et quand on finit de valider un bloc, automatiquement, ce bloc-là est lié de façon immuable au bloc suivant, et le bloc suivant continue, fait valider les transactions, etc. Pour la blockchain Bitcoin, chaque 10 minutes, il y a un nouveau bloc qui est créé et est validé. Et l'ancien bloc, le premier bloc qui a été créé depuis 2008 est lié au bloc qui est en train d'être créé actuellement. Et le bloc qui est en train d'être créé actuellement contient toutes les informations de tous les blocs qui ont été créés depuis la création de Bitcoin en 2008. Vous allez me dire, mais c'est impossible. Comment est-ce que cela peut se faire? On va le voir dans une des slides, c'est ce qu'on appelle le hash. Donc, c'est quoi la preuve de travail ou la preuve d'enjeu? Il y a aussi la preuve d'enjeu. Donc, la preuve de travail, c'est on a plusieurs personnes qui participent à la validation des transactions. Donc, pour qu'on puisse dire que c'est Erwin qui doit valider la transaction, puisque c'est rémunéré derrière, il faut que Erwin prouve qu'il a fait assez d'efforts pour pouvoir valider cette transaction-là et pouvoir résoudre le problème mathématique qui a été mis à disposition par le réseau. C'est ce qu'on appelle la preuve de travail. Donc, la preuve de travail, c'est le fait de pouvoir valider des transactions sur
sur une blockchain à partir de la résolution de problèmes mathématiques complexes en se servant de la puissance de calcul des nœuds, donc des ordinateurs ou bien des gros serveurs qui servent à miner les crypto-monnaies de ces blockchains-là. Et l'une des, comment on peut dire là, des choses que les personnes qui sont anti-crypto-monnaie, par exemple, disent, c'est que ça consomme beaucoup trop d'énergie, ça crée des problèmes climatiques, ça crée des choses et tout ça. Donc, pour pouvoir dépasser, et ça consomme beaucoup d'énergie, pour pouvoir dépasser cette consommation d'énergie-là, il y a eu la création d'un nouveau protocole de consensus qu'on appelle la preuve d'enjeu. Donc, la preuve d'enjeu, différemment de la preuve de travail. La preuve de travail, aujourd'hui, moi, Erwin, même si je n'ai pas de Bitcoin, je peux venir avec mon ordinateur. Si j'ai une puissance de calcul suffisante, je peux mettre mon ordinateur connecté au réseau et commencer à essayer de miner, de résoudre ce problème mathématique-là. Et si je l'ai résolu, je reçois un Bitcoin. La preuve d'enjeu est différente, c'est une preuve de participation. Donc, pour valider une transaction, les validateurs doivent détenir un certain pourcentage de la valeur totale du réseau. Donc, si tu veux valider, par exemple, des Ethereum, sur la blockchain Ethereum, il faut que tu puisses avoir des Ethereum et bloquer une quantité d'Ethereum auquel tu ne vas pas toucher pour te donner le pouvoir de pouvoir valider une transaction. C'est comme si tu avais des actions, tu étais un détenteur d'actions et ça te permettait de voter au conseil d'administration. C'est un peu ça la preuve d'enjeu. Donc, il y a des avantages et des inconvénients pour chacune des preuves de consensus là. Pour moi, le Bitcoin, la preuve de travail, elle permet d'avoir vraiment ce qu'on appelle la décentralisation et le partage de pouvoir, mais elle est énergivore. La preuve d'enjeu, pour moi, c'est quelque chose qui donne trop de pouvoir à ceux qui ont déjà beaucoup de pouvoir en détenant les cryptos ou bien les parts beaucoup plus importantes. Et pour moi, ça réduit un peu l'impact de la blockchain, mais elle est moins énergivore. Donc, l'un dans l'autre, par exemple, si pour une blockchain publique, pour moi, c'est mieux d'utiliser le proof of work, donc la preuve de travail. Et la preuve de travail, on peut optimiser tout ce qui est utilisation des énergies. Et la preuve d'enjeu, elle est beaucoup plus utile dans des blockchains privées et des blockchains d'entreprise, par exemple. Pour moi, c'est un peu ça la différence entre les deux que je pourrais donner. Pour avancer, je disais tout à l'heure qu'il y a un garant de l'immuabilité et de la sécurité des blockchains. C'est ce qu'on appelle le hash. Donc, chaque bloc qui est créé, le bloc, je le rappelle, c'est l'ensemble des transactions qui ont été émises pendant un certain laps de temps. C'est ça, un bloc. Donc, un bloc contient ce qu'on appelle un hash. Le hash, c'est une sorte de phrase alphanumérique qui permet de pouvoir résumer l'ensemble des transactions qui se sont passées dans ce bloc-là. Et comme vous le voyez sur la figure-là, quand un bloc, par exemple le bloc 1574, a fini d'être miné, d'être validé, automatiquement, ce bloc-là envoie ces informations au bloc 175 par son hash. Donc, le résumé des transactions, le résumé des transactions du bloc 1574 est automatiquement envoyé comme un bloc du bloc 1575. C'est ce qui fait que depuis le bloc 1 jusqu'au bloc 1576, on a toutes les informations de toutes les transactions qui se sont passées depuis le jour 1. Et si quelqu'un veut aller modifier le bloc, alors qu'on est au bloc 1575 actuellement, si quelqu'un veut aller modifier le bloc 1574, alors dès qu'il va essayer de modifier le bloc 1574, il y a un message d'erreur qui va apparaître pour dire que c'est incohérent avec le bloc 1575, 1560 et le bloc 1576. Donc, c'est presque impossible de pouvoir modifier un bloc. Déjà, de pouvoir modifier un bloc et se faire valider, c'est presque impossible parce que tout le monde voit la transaction que tu es en train de faire, voit ce que tu es en train d'inscrire. Et ensuite, même si tu as pu mettre en place ce bloc-là, cette transaction-là, dans un des blocs antécédents, ça va créer une erreur qui va attirer l'attention et c'est impossible de pouvoir bouger avec cette erreur-là. Donc, c'est impossible de modifier une transaction dans une blockchain.
Donc, le hash, comme je l'ai dit, il relie tous les blocs. Donc, le bloc précédent et le bloc en cours et tous les blocs précédents ensemble, afin que le bloc en cours et les précédents ne puissent pas être modifiés ou qu'on puisse insérer un autre bloc même entre tous ces blocs-là. Donc, chaque bloc consécutif renforce la vérification du précédent et par conséquent l'ensemble de la blockchain. C'est ce qui lui confère son intégrité et son immuabilité. Et nous avons plusieurs types de blockchain. Donc, on a des blockchains publiques, des blockchains semi-privées et des blockchains privées. Donc, les blockchains publiques, ce sont des blockchains qui permettent à tous les participants de participer, comme Bitcoin. Bitcoin, c'est une blockchain publique, tout le monde peut participer, peut se connecter, peut essayer de valider des transactions, peut avoir du Bitcoin. Les blockchains semi-privées vont un peu plus loin dans la sécurisation. Ça veut dire qu'il y a des entités qui peuvent ajouter des blocs et ces entités-là sont connues. Donc, on fait une validation d'abord antérieure, en amont de l'entité qui veut participer à cette blockchain-là avant de commencer. Et les blockchains privées, elles sont complètement fermées. Ce sont des blockchains, par exemple, qui sont faites pour, par exemple, la Société Générale a une blockchain avec, je pense, un cabinet d'audit. Ils font ensemble cette blockchain, elle est fermée. Certains hôpitaux ont mis en place des blockchains pour gérer les dossiers médicaux de leurs patients. Cette blockchain est privée, elle est fermée. Il faut avoir des autorisations pour pouvoir y accéder. Donc, il y a ce type de blockchain-là. Donc, si vous voulez vous lancer dans la blockchain pour vos entreprises, vous pouvez utiliser des blockchains, des plateformes privées comme Ethereum pour pouvoir mettre en place une blockchain. Mais sur ces plateformes privées-là, vous pouvez mettre des restrictions pour pouvoir vous permettre d'éviter que des personnes qui ne sont pas autorisées puissent entrer dans votre blockchain. Ensuite, les différentes applications de la blockchain, il y en a plusieurs, il y en a énormément. Il y a les smart contracts qui sont les contrats intelligents, par exemple. Ce sont les contrats qui s'exécutent automatiquement. Il y a, par exemple, le vote électronique qui a été testé dans la ville de Zug en Suisse en 2018. Imaginez un instant que les votes en Afrique puissent être gérés sur blockchain. Ce serait la plus belle chose qui soit arrivée pour l'Afrique, je pense. Tout le monde saurait en temps réel comment est-ce que le vote progresse et quels sont les différents pourcentages. Tout le monde aurait accès à cela en utilisant un identifié numérique qui est géré aussi par une blockchain. On peut gérer des votes électroniques de façon excellente. On a des certificats de droit d'auteur. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les NFT. Les NFT permettent de pouvoir avoir des droits d'auteur sur des œuvres numériques, donc des chansons, des tableaux numériques, même d'avoir des titres de propriété aussi sur même des titres physiques. Et c'est ce que la maison de vente aux enchères Sotheby's fait actuellement. On a la traçabilité des produits. Donc, depuis plusieurs années, Carrefour, par exemple, utilise une blockchain pour pouvoir tracer tous les produits. Donc, aujourd'hui, sur les produits Carrefour, donc la viande bovine, par exemple, vous avez un code QR code sur lequel vous pouvez scanner. Et quand vous scannez ce QR code, vous savez d'où vient la viande, qu'est-ce que le bœuf a mangé, comment il a dormi, etc. Bon, je dis ça comme ça par truc. Mais on peut savoir même ce que le bœuf a mangé, comment il a été nourri, est-ce qu'il a écouté de la musique classique, il a été massé, etc. Par où il a été transité, comment il a été conservé, la température même de conservation de ce bœuf jusqu'à ce qu'il arrive dans notre assiette. On peut avoir toutes ces informations grâce à la blockchain de Carrefour. Et aussi, l'utilisation la plus connue des blockchains sont les crypto-monnaies, les monnaies locales. On peut les utiliser comme les monnaies complémentaires et on peut utiliser la blockchain pour beaucoup d'autres choses. Pour l'Afrique, en arrivant à l'Afrique, les opportunités de la blockchain, elles sont nombreuses. Donc, par exemple, pour l'Afrique, pour certains cas très particuliers, on peut sécuriser des titres de propriété des terres. Moi, dans mon pays, en Côte d'Ivoire, c'est très difficile. La majorité des personnes ont des difficultés d'avoir confiance dans le système pour acheter des terrains. Parce que il y a eu tellement de mauvaise gestion, bon, pas de mauvaise gestion, mais il y a eu tellement de personnes qui ont vendu des terres à plusieurs personnes en même temps et que ce n'était pas suivi de manière numérique. C'était très compliqué de pouvoir aller se plaindre après. C'était même compliqué de pouvoir prouver le titre de propriété de la personne qui avait vendu en premier. Donc, par exemple, au Ghana, la société l'ONG Bitland est venue numériser tout ce qui est terrain
dans la ville de Kumasi, par exemple, et a mis en place un cadastre sur les blockchains. Et ça marche très bien. Pour l'Afrique, on peut réduire les délais de frais de transferts internationaux. On sait que l'Afrique est l'un des continents qui reçoit le plus de transferts internationaux, donc de la diaspora. Et cette diaspora éprouve des difficultés en termes de délai de transaction, en termes de frais de transaction. Aujourd'hui, avec cette blockchain, en utilisant certaines blockchains comme Ripple et tout ça, on peut, et des banques même l'utilisent, il y a 200 banques actuellement dans le monde qui utilisent la plateforme de Ripple pour pouvoir faire des transferts internationaux parce qu'elles ont vu que cette blockchain-là permettait de pouvoir faire plus vite et beaucoup moins cher. Donc, en quelques minutes, vous pouvez recevoir un transfert pour ces banques qui utilisent la plateforme blockchain Ripple. Vous pouvez recevoir un transfert en quelques minutes au lieu de plusieurs jours. Et les frais sont très, très faibles. Les frais sont très, très faibles par rapport aux frais actuels. Ensuite, la blockchain pourra apporter une indépendance financière par la création, par exemple, de monnaies virtuelles ou même de CDBC, les Central Bank Digital Currency, les monnaies digitales de banque centrale ou même des monnaies étatiques. Aujourd'hui, on peut créer des monnaies virtuelles, des crypto-monnaies qui peuvent faire vivre le pays. En un rien de temps, on n'a pas besoin d'aller faire valider des choses à travers le monde entier et tout ça. On peut créer une crypto-monnaie pour un pays et ça va fonctionner, ça va bien fonctionner. Et on sera libre financièrement. On a aussi les nouveaux moyens de financement sans frontières. Aujourd'hui, on peut être en Côte d'Ivoire et se faire financer à travers des blockchains par des levées de fonds crypto. Ça s'est passé au Zimbabwe. Ça s'est passé, je pense, au Cameroun. Ça s'est passé dans plusieurs pays africains. Donc, c'est sans limite. On peut faire des prêts entre particuliers. Aujourd'hui, sur les plateformes de finances décentralisées, vous pouvez prendre des prêts en crypto. Vous pouvez prendre des prêts en stablecoin. Vous pouvez prendre des prêts, vous pouvez vous faire des prêts entre vous. Et ces prêts entre vous-là ne sont pas gérés par des banques, mais sont gérés par des smart contracts qui ont été mis en place pour pouvoir servir de validateurs. Donc, ça permet pour vous de pouvoir diminuer ces frais, les taux d'intérêt, par exemple, pour les prêts, et aussi récupérer tout ce qui est frais d'intermédiation. Donc, les possibilités de la blockchain sont sans limite. Et chaque jour, il y a de nouveaux cas d'usage qui sortent parce que cette blockchain est une révolution, c'est une disruption, c'est une évolution, c'est une innovation. Pour moi, c'est un miracle technologique. C'est un bijou technologique. Et pour terminer, par rapport à la blockchain, en parlant toujours de Bitland, donc Bitland a mis en place, c'est une organisation qui est basée au Ghana, qui a eu pour mission de pouvoir aider, permettre aux institutions et aux personnes privées de pouvoir mettre en place un registre décentralisé, pouvoir enregistrer leur terrain et aussi leur registre, leur type de propriété sur ces terrains-là dans une blockchain. Cela va permettre de pouvoir sécuriser les achats et les ventes de terrains. Et ça se passe à Kumasi actuellement, en Afrique, et ça se passe très bien. Donc, la blockchain va permettre de répertorier les terrains, de les stocker, de façon transparente, publique, sécurisée, et garantir ainsi la propriété du bien qui est répertorié. Donc, pour terminer, si vous devez retenir quelque chose de mon intervention, pour résumer, c'est que la blockchain, c'est une création technologique qui va donner le pouvoir au peuple. C'est le pouvoir du peuple par le peuple. La liberté, la transparence, le partage, la solidarité, toutes ces vertus-là qu'apporte la blockchain sont des vertus qui sont favorables pour l'Afrique, favorables pour son émergence, favorables pour votre travail, favorables pour vos familles, pour nos familles. Aujourd'hui, je pense que l'Afrique doit s'y mettre. L'Afrique doit être versée dans cette technologie, avoir le maximum de cas d'usage possible pour gagner sa liberté. Nous avons cette arme-là qui est excellemment puissante et qui est libre et dont on n'a pas besoin de l'accord d'une institution internationale pour pouvoir participer. Pour moi, c'est le rêve de l'Afrique qui est en train d'être devenir réalité et c'est la libération de l'Afrique qui peut devenir réalité grâce à la blockchain.
Voilà. Merci de m'avoir écouté. Alors, Erwin, c'était Merci. une prestation phénoménale. Bravo. En tout cas, ça m'a vraiment beaucoup rappelé de, de ma journée depuis 2017, quand je parlais de manière très fervente en fait de la blockchain. Exactement comme tu l'as fait. C'est très inspirant, hein, ta motivation et ton énergie et tes exemples. Moi, j'ai dit, ben, écoute, ces poissons-là, moi, je veux venir les manger. Donc, c'est phénoménal. Mais écoute, on a eu quelques polls, on a OK. eu quelques questions. J'aimerais faire venir quelques-uns on stage. Il y a ici une question qui a été posée pour savoir qui parmi d'entre vous est familier à la blockchain. Ben, écoute, il y a eu 18 votes et 55% de personnes ont répondu qu'ils comprenaient la blockchain. Et 27% ont dit qu'ils ne connaissaient absolument pas du tout et 16% experts. Ben, sur 64%, plutôt 64 personnes ici présentes, merci beaucoup pour vos votes. C'est très important pour nous de pouvoir avoir ces résultats. Et d'ailleurs, j'aimerais faire venir à nouveau Karine. Karine, si elle est là, si elle n'est pas là, bah, écoute, on va essayer de la reconnecter plus tard. J'aurais bien voulu savoir qu'est-ce que Binance est en train de faire, par exemple, pour aider les jeunes gens à pouvoir comprendre davantage la blockchain et que par ses résultats, elle aiderait beaucoup, bien sûr, non seulement elle en prendrait connaissance, mais aussi elle aiderait les gens à pouvoir apprendre exactement ce qu'il y a dans les programmes de Binance sur la formation. Merci beaucoup, les amis. Je vois que tout le monde... Écoutez, cliquez là-dessus, cliquez, répondez. Si toutes les personnes peuvent répondre, c'est important. Ça va dans les résultats. Hélène pourra prendre toutes ces informations et les mettre dans un pamphlet que l'on va justement publier dans les revues, dans les journaux. C'est très important pour nous de savoir exactement qui en Afrique participe. Je vous donne encore une minute, s'il vous plaît. On est à 30, c'est très bien. J'aimerais avoir beaucoup plus que 35. Comme ça, c'est plus de la moitié des personnes qui sont ici. Cliquez sur le bouton, cliquez, s'il vous plaît, pendant qu'on est en train de voir. Alors là, j'aimerais aussi faire venir, est-ce qu'il y a Alexandro qui pourra venir partager avec nous pendant 15 minutes Est-ce qu'il est là? Alexandro, tu es là? Attends, je pense que je devrais te faire venir si je me trompe. D'accord? Je vais juste un coup d'œil tout à l'heure. Où est-ce que tu es? Alors, je vais te faire venir sur le stage. Très bien. J'aimerais que tu interviennes avec nous quand même. Pendant ce temps, les amis, n'arrêtez pas de cliquer. Voilà, j'en ai 35 votes pour l'instant. Continuez. On a 64 personnes ici dans le podium. Je pense qu'il a essayé de il s'est connecté rapidement, ça s'est déconnecté. Tu peux essayer, s'il te plaît, John? Oui, je vais réessayer. Alexandro, je vais te réinviter tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est... Non, mais je te vois là, en fait. Hein. Attends. Donc, ça indique qu'il est dans le panel. Ça indique que tu es là. On va essayer encore une fois. Et si ça ne passe pas... Alors, où est-ce que tu es? Très bien, OK. Alexandro? Ça, c'est Gwenaël. Oui, ça c'est Gonaël. Alexandro, est-ce que tu es là? Non, je crois qu'il a un petit souci. Alors, pendant ce temps, on a 38 votes. Donc, il y a 60 personnes qui comprennent la blockchain. Écoutez, moi, je vais vous dire un truc, en fait. Hein. Si vous n'êtes pas de la technologie, vous n'avez pas besoin d'être un expert. Voilà. Vous n'avez pas du tout besoin d'être un expert pour vous sentir confortable dans les concepts de la blockchain. Ce que Erwin a expliqué tout à l'heure, on peut vraiment le simplifier. D'accord? Considérez la blockchain en fait comme étant ce grand livre qui vous donne la version d'une vérité quelconque qui est immuable.
Alors, quelle est la vérité pour vous? Cette vérité peut être un vote, cette vérité peut être une information, cette vérité peut être en fait un transfert d'argent, cette vérité peut être un contrat entre deux parties. D'accord? On n'a pas besoin de comprendre tous les aspects techniques par rapport au hash, par rapport au bloc, parce que en fait, tout ce que vous voulez savoir, c'est quoi? C'est que est-ce que la blockchain constitue aujourd'hui un outil, une infrastructure qui me permettrait de pouvoir faire confiance à l'information qui va y véhiculer? Parce qu'aujourd'hui, quand on utilise Internet, personne ne pose la question de savoir comment Internet fonctionne. Tout ce que l'on sait, c'est que quand je vais sur Google, je vais sur Google parce que je veux chercher de l'information sur Internet. Et c'est la même chose en fait avec la blockchain. Donc, prenez ceci comme étant un véhicule, une infrastructure, un rail qui est là pour stocker des données importantes pour vous parce qu'elles sont complètement immuables. Voilà, Karine est revenue. Karine, s'il te plaît, je voulais t'avoir ici. D'accord? Oui, John. Ça a été une séance parfaite. Erwin, en tout cas, a été phénoménal pendant 1 heure. Et là, il y a un poll. On a 41 votes sur 67 personnes. Écoutez, j'encourage encore tout le monde de pouvoir répondre. Et Karine, ce que je voudrais savoir, c'est que qu'est-ce que Binance fait ou proposerait, surtout pour la partie francophone, des gens qui sont intéressés dans la blockchain? Qu'est-ce que tu as en fait dans ton panier? OK. Bon, tout d'abord, merci beaucoup, Erwin. C'était vraiment une présentation superbe. On voit vraiment que tu es passionné, que tu connais le sujet très, très bien. Et pour répondre à ta question, John, Binance, pour l'Afrique francophone, on fait exactement la même chose qu'on fait actuellement avec ce bootcamp virtuel. Alors, on a des sessions de bootcamp. Nous, on les appelle les Binance Masterclass, où en fait, on enseigne la communauté à différents sujets. Donc, maintenant que le COVID-19, la pandémie, on n'est plus besoin d'être forcément en virtuel. On veut faire beaucoup plus de bootcamp, mais en présentiel. Et une fois qu'on verra que les chiffres dans la communauté francophone seront très élevés, de personnes qui comprennent la blockchain, là, on pourra faire des partenariats avec des universités, des unités, par exemple, pour faire des hackathons de blockchain. Donc, c'est vers là où on veut aller, en fait. Faire du concret, mais pour l'instant, on est vraiment dans une phase initiale d'éducation. Déjà, qu'est-ce que la blockchain? Et ensuite, on va passer aux étapes supérieures. Faire pas mal de hackathons, et parce que Binance, en fait, est tout un écosystème blockchain. Donc, en plus d'avoir la plus grande plateforme d'échange au monde, on a également, par exemple, un aspect chez nous qui s'appelle Binance Labs. Donc, c'est une entité, en fait, qui prend sous sa houlette, je crois que ça se dit en français, oui, plusieurs projets dans la blockchain, dans des startups, et qui les incube. Et donc, en ce moment, actuellement, on est même dans une phase d'incubation, donc c'est ouvert. Donc, il y a des choses très concrètes qu'on peut faire, mais pour le moment, en Afrique francophone, on est vraiment à la phase d'éducation. J'espère que ça a répondu à la question. Absolument, absolument. Écoute, moi, je vais te dire un truc parce que ce que moi, j'ai fait plusieurs fois, j'utilise Binance très souvent pour non seulement mes portefeuilles que je gère, mais aussi, en fait, pour recevoir et envoyer de l'argent. Et encore une fois, dans cet aspect d'envoyer de l'argent, je vais vous dire, j'ai fait très souvent dans mes voyages plus de transactions et de grosses transactions en utilisant mon compte Binance et les monétiser par la suite. Encore dans une juridiction, je sais que j'ai accès à de la liquidité, d'accord, que de faire confiance soit à des fintechs qui sont encore très réglementés par les banques centrales et qui font usage des fiat, quelque chose. Donc, moi, encore une fois, pour rejoindre ton propos de tout à l'heure, Karine, l'envoi des sous, en tout cas, nous devons nous rassurer que l'implémentation de solutions blockchain et des cryptos soit à des forefront. Mais pour que cela fonctionne beaucoup plus, surtout pour l'Africain, on se connaît, hein? Surtout pour l'Africain, nous, c'est quoi? On peut avoir de la crypto, mais tant qu'on ne peut pas convertir cela en francs CFA, on n'est toujours pas content. Mais ce sont des choses qu'on veut changer. Ce sont des choses que l'on veut arriver à apporter comme changement là-bas. Et j'aimerais faire venir Alexandro.
Si tu es là, Alexandro, ton micro, s'il te plaît. Et j'aimerais que tu puisses nous aider dans quelques questions. Oui, comment ça s'appelle encore? Il y a William, c'est ça? Oui, William qui a posé une question Et, tout à l'heure, par rapport à l'aspect de la réglementation de la blockchain en Afrique et si c'était légal. Est-ce que tu veux en dire quelque chose par rapport à ça, Alexandro? bonjour tout le monde. Là, vous m'écoutez tous? Très bien, 5 sur 5, 5 sur 5. Ok. Déjà, merci à tout le monde, merci à Hélène et puis merci à tous les experts qui sont là aujourd'hui et à toutes les personnes qui sont aujourd'hui, qui ont pris leur temps pour venir nous écouter aujourd'hui. C'est très super et j'espère qu'on pourra satisfaire la curiosité de tout le monde sur ce domaine et puis sur les informations qu'on aura à donner. Donc, pour une présentation assez rapide de moi, c'est Alessandro Colani. Compétences, je fais un diplôme d'ingénieur génie électrique. Et aujourd'hui, j'évolue avec ma propre startup, Crypto Corporate, qui fonde dans la blockchain. Je suis consultant au niveau de Summit Mining. C'est une entreprise en France qui mine du Bitcoin. Et j'évolue aussi avec Wallcrypt. C'est une structure internationale avec qui j'ai écrit un livre sur la blockchain qui est déjà là, que vous pouvez même acheter directement aujourd'hui. Donc, j'ai écrit sur différents sujets, la blockchain dans l'énergie et puis les smart contracts. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, je suis là et puis je suis disponible pour toi. Je suis disponible, John, à répondre à toutes les questions qui sont là et puis on avance. Très bien. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que on a un programme qui a été élaboré. J'aimerais juste dire à tout le monde qui est ici présent, je remercie encore toutes les 68 personnes qui sont là. On a un programme qui a été bien élaboré. On a eu un retard, je crois, les 5 ou 8 premières minutes. En principe, maintenant, on devait déjà avoir connecté avec Gwenaël pour une séance rapide. Alors, donnez-moi une seconde ou alors une minute pour vérifier avec chacune des personnes ici. Est-ce que vous voulez que l'on prenne un break maintenant de 10 minutes ou alors on va le condenser en 2, 3, 5 minutes et on avance avec Gwenaël ou alors on peut directement synchroniser avec Gwenaël et nous rassurer que on rentre dans le temps. Donc, donnez-moi votre thumbs up ou alors on prend une pause. Comme ça, on va synchroniser notre calendrier et nous rassurer. Alors, le thumbs up, c'est quoi? Vous voulez que l'on synchronise directement ou alors vous voulez que l'on prenne une pause? Le thumbs up, on veut synchroniser, d'accord? Je vois beaucoup de synchronisation. Très bien, écoutez les amis, on va continuer. Donc, la pause, on va la consommer et on va justement recalibrer notre calendrier pour nous rassurer qu'à la prochaine étape, tout se passe très bien. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais inviter Gwenaël qui va nous parler. Attends, est-ce que c'est Gwenaël qui va nous parler de ça? Non, c'est pas Gwenaël, pardon. Alexandro. Oui, mon frère. Oui, c'est Alexandro. On devait avoir un échange de 15 minutes. Donc, on va le réduire à 10 minutes, hein, c'est ça, sur la blockchain. C'est ce qui était dans le programme. C'est ce qui était dans le programme, en fait, justement. Et on a juste pris. On peut le faire. On peut le faire maintenant, si vous voulez. Quelques minutes. Voilà, quelques minutes. D'accord. Donc, Alexandro, Oui. on peut parler rapidement de l'adoption des blockchains. Tu peux nous parler de l'adoption des blockchains en Afrique et aussi quel est l'impact sur le volet énergie que tu maîtrises très bien. Ok, déjà pour faire un bref aperçu aujourd'hui en Afrique principalement l'adoption de la blockchain en Afrique se fait aujourd'hui par les crypto-monnaies. Donc aujourd'hui c'est une évidence aujourd'hui pour des personnes que aujourd'hui l'Afrique se lance dans ce domaine grâce aux investissements, les investissements qui fleurissent réellement en Afrique. Les gens ont connu le Bitcoin grâce à des investissements, donc c'est la réalité des choses. Aujourd'hui, pour aller dans des chiffres, aujourd'hui, on a eu le rapport de Chainalysis, qui est un organisme américain qui donne des rapports sur l'adoption. Et donc, on a eu des chiffres aujourd'hui qui montrent aujourd'hui que l'Afrique aujourd'hui rentre réellement dans le domaine. On a le Nigeria, le Kenya, le Togo, plusieurs pays aujourd'hui qui essaient de mettre le pied dans ce domaine et qui font réellement de bonnes choses dedans. Donc, sur le côté réglementaire aujourd'hui, on n'a aucun pays aujourd'hui en Afrique réellement a des réglementations spécifiques sur ce domaine. Parce qu'on peut dire aujourd'hui, on a eu même l'une des personnes aujourd'hui, l'un des membres de la Banque centrale du Nigeria qui a dit ceci. Aujourd'hui, on ne peut pas réglementer le Bitcoin comme on ne peut pas réglementer l'Internet aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'appartient pas à une autorité centrale, c'est quelque chose qui est open source aujourd'hui. Et on a aujourd'hui un domaine qui est assez large et qui est disponible à toute communauté aujourd'hui de participer à cette évolution, à cet écosystème. Ok, merci. Merci. Donc, quel est l'impact actuellement? Quel est le lien entre blockchain et énergie, surtout en Afrique? Et qu'est-ce que ça pourra apporter au niveau énergie? Ok. Déjà, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a parlé, c'est bien beau, aujourd'hui, on a parlé de crypto-monnaie, on vient de parler de blockchain, mais il y a un point commun dans tous ces domaines, c'est l'énergie aujourd'hui. Aujourd'hui, sans énergie, sans Internet aujourd'hui, nos pays africains, il y a un problème aujourd'hui. Selon la Banque mondiale, selon un rapport de la Banque mondiale, on a 60% de la population mondiale est sans Internet. Et quand on va sur l'électricité, il y a un manque considérable d'électricité en Afrique. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est l'Afrique du Nord aujourd'hui qui a aujourd'hui de l'électricité. Les pays de l'Afrique de l'Ouest ou aujourd'hui de l'Afrique centrale manquent cruellement d'énergie électrique. Et on doit pouvoir trouver des solutions là-dessus. Aujourd'hui, tous les pays se trouvent vers l'énergie renouvelable. On se tourne tous vers l'énergie renouvelable. Et étant donné qu'aujourd'hui, on ne peut plus installer de centrales nucléaires aujourd'hui, quelle solution aujourd'hui on a? Aujourd'hui, la blockchain, aujourd'hui, grâce au financement participatif aujourd'hui, offre aujourd'hui des avantages qu'aujourd'hui, on n'a pas. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que nos pays, nos continents aujourd'hui doivent demander des prêts. On doit aller vers des banques, vers des structures pour demander des prêts avec de gros montants pour installer aujourd'hui des centrales, des centrales à énergie renouvelable. Et il faut amortir. Et il faut aussi, chaque fois qu'il y ait un suivi derrière. Aujourd'hui, il y a réellement des problèmes là-dessus aujourd'hui. Et quelle solution aujourd'hui on a? Aujourd'hui, il y a des fonds aujourd'hui. Aujourd'hui, la solution est là aujourd'hui. Quand je donne comme exemple aujourd'hui, on a SolarCoin. Aujourd'hui, on a Energy Web. Energy Web aujourd'hui, c'est l'une des structures clés aujourd'hui dans le monde aujourd'hui avec plus de 100 affiliés comme Total, comme EDF France aujourd'hui qui permettent à des pays, à des personnes partout dans le monde de pouvoir avoir accès à un financement grâce à la blockchain, de pouvoir mettre en place des centrales disponibles pour des populations. Parce que l'image, c'est ça. Aujourd'hui, grâce au financement participatif, grâce à la blockchain, des personnes qui sont partout dans le monde peuvent investir dans une localité donnée pour qu'on puisse installer l'électricité à une population qui a besoin d'électricité. Parce que sans électricité, l'économie est en berne. Sans électricité, nos mamans, les dames ne peuvent pas faire leur petit commerce la nuit. Donc, sans électricité, il n'y a pas d'usine. Aujourd'hui, on crie aujourd'hui, on demande aux usines comme Toyota, comme General Motors de venir s'installer en Afrique. Ils vont venir s'installer par quelle énergie? Il n'y a pas d'énergie nécessaire. Il y a un problème principal. Déjà, il faut avoir l'énergie nécessaire pour la population et l'énergie nécessaire pour les usines qui vont venir. Donc aujourd'hui, la solution est là. On passe par la blockchain où aujourd'hui, on continue de faire des demandes de prêts vers des banques et souvent, il n'y a pas une bonne gestion derrière ces prêts-là. Aujourd'hui, il faut réellement une réelle solution. Il n'y a pas que l'énergie aujourd'hui, on a la culture aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des plateformes disponibles aujourd'hui comme Hive Online, qui est sponsorisée par l'organisation, par l'ONU, par le Fonds mondial de l'alimentaire aujourd'hui, qui sont disponibles aujourd'hui, qui permettent aujourd'hui à des pays d'avoir accès à des petits montants, à la population d'avoir accès à des petits montants et qui permettent aujourd'hui à des entrepreneurs, des personnes de lancer leur petit commerce aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, pour finir, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est aux personnes de réellement s'intéresser à la blockchain. Aujourd'hui, on sait que le Bitcoin, la crypto-monnaie, on est sur un débat aujourd'hui. Est-ce que c'est autorisé? Est-ce qu'on peut l'utiliser? Est-ce que c'est bon ou pas? Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'arnaques en Afrique. C'est une réalité. On ne peut pas se mentir. Et aujourd'hui, c'est une évidence aujourd'hui que les personnes se blessent gravement dans ce domaine-là. Et on a les informations qui fuitent actuellement. On a déjà, je ne vais pas donner le nom d'une société, mais on a déjà vu ce qui se passe principalement en Afrique. Donc, c'est une réalité aujourd'hui que les gens doivent s'éduquer, doivent aller vers les personnes nécessaires, comme toi, comme Erwin, par exemple, comme John, comme Ganawel, comme Karine, aller vers ces personnes-là pour comprendre ce domaine, pour comprendre l'importance de se former, de comprendre qu'aujourd'hui, on a une opportunité assez large et l'Afrique peut jouer à jeu égal avec l'Europe, avec l'Amérique et on peut aujourd'hui s'asseoir à la même table. Parce que le Bitcoin aujourd'hui, un Bitcoin en Afrique est égal à un Bitcoin en Amérique. Donc, c'est important pour nous aujourd'hui de nous former et de comprendre l'importance de ce domaine-là et pourquoi aujourd'hui on doit réellement avoir des notions dans ce domaine-là. Ok, merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, Alexandre. J'apprécie beaucoup tes posts aussi sur LinkedIn et c'est vraiment, vraiment beaucoup de belles informations. Je vois que tu maîtrises la matière. Les amis, nous allons prendre une petite pause. Hélène va changer de
session pour l'instant et tout le monde sera dans un lounge. Prenez 5 minutes, on va revenir avec la prochaine séance. Et merci les amis et à tantôt.